Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver mercredi aujourd'hui pour la 3e édition de nos captations en direct avec Femmes et Sœurs. La semaine dernière, vous avez été encore une fois nombreux et nombreuses à nous suivre. Nous avons été vus par plus de 55 000 personnes et merci. On a reçu plus de 200 commentaires, donc ça a l'air de répondre à certaines questions. Merci encore une fois d'être aussi nombreux à nous suivre. Alors, n'oubliez pas de partager en direct, n'oubliez pas non plus de poser vos questions et de nous envoyer vos commentaires. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Séverine à se joindre à moi. Bonjour, Daniel. Bonjour, Séverine. Alors, nous avons aujourd'hui un invité de marque. Nul autre que notre ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon. M. Pierre Fitzgibbon qui va se faire un plaisir de répondre à nos questions de nos entrepreneurs. Tout à fait, Daniel. Et encore aujourd'hui, on va parler de pivot entrepreneurial, comment on peut aider les entrepreneurs par les thématiques qu'on aborde durant cette émission-là à trouver l'inspiration, les idées d'actions concrètes à mettre en place pour être en mesure d'adapter leurs produits ou leurs services à la situation du COVID-19. Mais aujourd'hui, puisqu'on a avec nous le ministre de l'Économie et de l'Innovation, on va aussi en profiter pour aller chercher c'est quoi la vision du gouvernement de la relance économique. Et de cette façon-là, pour les entrepreneurs, si elles connaissent c'est quoi les priorités, ce sera plus facile de développer un plan d'action concret pour faire pivoter leur entreprise et faire partie de ce grand plan de reprise économique-là. Merci Séverine. Eh bien, sans plus tarder, je vais inviter M. Fitzgibbon de se joindre à nous. Bonjour, Madame Henkel, Madame Labelle. Merci beaucoup pour l'invitation. Je dis toujours qu'un gouvernement devient efficient ou efficace quand il est proche des gens sur le terrain. Alors, je suis très heureux ce matin de pouvoir communiquer et donner la vision du gouvernement en termes économiques à toute l'audience qui est là présente ce matin. Alors, je suis très heureux d'être ici avec vous. Ben, nous sommes très heureux de vous recevoir. Croyez-moi, nous avons eu beaucoup de commentaires. Les gens sont excités et attendent impatiemment de pouvoir interagir avec vous. Alors, dites-moi, je sais que vous êtes très, très occupé en ce moment, mais aviez-vous imaginé une seconde, lorsque vous avez accepté de faire le saut en politique, lorsque vous avez signé votre assermentation, que vous auriez à relancer l'économie du Québec à ce point? Évidemment, non. De toute évidence, on n'avait pas prévu une telle catastrophe. D'un autre côté, il était clair pour moi que mon arrivée en politique était pour utiliser mon expérience et pour aider le gouvernement, aider le parti de M. Legault à redonner un peu une lettre de noblesse à l'économie québécoise, qui, il faut le dire, avait une très bonne fondation financière, mais il y avait quand même des lacunes au niveau de la productivité, entre autres, et au niveau du positionnement international. Donc, c'était la raison pourquoi je suis venu aider M. Legault. Aujourd'hui, ça fait encore plus de sens parce qu'effectivement, à sortie de la pandémie, il va y avoir des besoins importants d'intervention gouvernementale de la bonne façon. Alors, c'est un travail qui va être encore plus stimulant malgré les défis auxquels on fera face. Et justement, Monsieur le ministre, j'ai peut-être ici un outil qui va pouvoir vous aider à construire ce plan-là. Femmes et Sœurs a réalisé un vaste sondage en collaboration avec la chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal et le portail des connaissances pour les femmes entrepreneurs. Donc, en période de COVID-19, on a voulu savoir c'est quoi l'état de la situation actuelle. Écoutez, en moins de 5 jours, ce sont plus de 1025 entrepreneurs qui proviennent des 17 régions du Québec qui se sont exprimés sur les enjeux et les défis qu'elles rencontrent. On a été aussi en mesure de rejoindre des propriétaires d'entreprises de toute taille et de tous les secteurs d'activité. Le sondage a été fermé lundi midi, alors les données sont encore toutes chaudes. Je vous en donne quelques-unes en primeur et un rapport complet sera déposé la semaine prochaine. Alors, le premier constat, sans grande surprise, les entrepreneurs sondés ont été évidemment grandement impactés par la crise.
Les 2 tiers des entreprises à propriété féminine sondées fonctionnent à moins de 50% actuellement. Deuxième constat, 42% des femmes entrepreneurs sont en recherche active de financement, soit pour assurer leur survie comme entreprise ou pour adapter plutôt leur offre de services ou de produits à la situation actuelle. Et ça, c'est peu importe la taille ou le secteur d'activité de l'entreprise. Parmi les entrepreneurs qui sont à la recherche de financement, seulement 20% ont affirmé avoir l'intention de se prévaloir des mesures mises en place par le gouvernement du Québec. Alors, pourquoi si peu? Eh bien, malheureusement, une grande proportion dit ne pas se qualifier au programme. Pour le reste, certaines ne savent pas encore si elles vont se prévaloir de ces mesures et si elles répondent à leurs besoins, et d'autres regardent plutôt vers d'autres sources de financement. Outre le financement, les entrepreneurs ont aussi nommé des moyens de les aider à faire pivoter leur entreprise. Le développement du marketing et du commerce électronique arrive au premier plan. Ils vont donc avoir besoin de soutien à ce niveau-là. Et également, un appui au niveau de l'élargissement du réseau de contacts et du développement des affaires, c'est aussi prioritaire pour les femmes entrepreneurs. Alors, comme quoi, le volet humain est aussi important que le virage numérique pour nos entreprises à propriété féminine. Finalement, on relève 3 grandes attentes de la part des entreprises vis-à-vis de la reprise économique. La première attente, c'est que l'achat local soit privilégié et continue d'être au cœur des priorités du gouvernement. Deuxièmement, qu'on accompagne les entrepreneurs pour qu'elles puissent acquérir les compétences nécessaires à la croissance de leur entreprise. Alors, c'est sans surprise que le PACME est le programme gouvernemental qui est présentement le plus utilisé par les femmes entrepreneurs. Et la troisième attente, c'est que le modèle économique global évolue, notamment en ce qui a trait à l'importance de préserver l'environnement et aussi de favoriser des mesures de conciliation travail-famille, dont le télétravail. Bref, le portrait démontre la grande fragilité actuelle des entreprises à propriété féminine, mais en même temps, on constate une grande résilience de la part des entrepreneurs qui veulent continuer à se battre pour faire vivre leur entreprise et même pour assurer leur croissance lors de la reprise économique. Monsieur Fitzgibbon, que pensez-vous de ce rapport? Je sais qu'il n'est quand même pas encore complété, mais ça vous dit quoi comme ça rapidement? Ça vous inspire quoi? Ben, il y a un côté encourageant. Je pense qu'on voit un engouement pour l'entrepreneuriat. Je pense que le financement me préoccupe un peu. 42% versus 20%. Ça prouve peut-être qu'il faut améliorer un peu l'accessibilité, il faut améliorer les conditions. Ce à quoi je travaille déjà avec un groupe d'entrepreneurs féminins, comme vous savez. Le numérique, c'est très clair. Je pense qu'il faut favoriser l'éducation numérique. Je pense que j'aimerais voir plus de femmes entrepreneurs dans le côté scientifique, côté mathématique. On parle de l'intelligence artificielle. J'aimerais voir plus de femmes impliquées là-dedans parce que aujourd'hui, il est clair que les grandes entreprises, on voit beaucoup maintenant que les qualifications des futurs chefs d'entreprise vont devoir s'appuyer sur une base numérique très forte par le fait que la mondialisation prend une autre définition aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut encourager les femmes à aller vers ce secteur-là aussi. Alors, il y a des pistes de solutions intéressantes. Il va falloir, je pense que, comme gouvernement, on est là pour nous mettre des charges dans la batterie. On n'est pas là pour faire des choses. Alors, je pense qu'on doit être sensible aux points qui ont été soulevés, puis essayer de donner des programmes ou donner du support, de l'assistance pour qu'on puisse réussir. En tout cas, merci de votre ouverture. C'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pour vous accompagner, puis faciliter aussi les actions que vous devez poser. Donc, la formule d'aujourd'hui, elle va être très simple. La semaine passée, nous avons demandé à des entrepreneurs de nous faire parvenir des questions qui nous ont été soumises. Elles ont été préenregistrées. Donc, on en a sélectionné quelques-unes qui sont intéressantes et nous allons donc commencer à les présenter. Mais avant, j'aimerais simplement faire le décompte des 6 grandes thématiques auxquelles on va toucher. Je veux juste rassurer aussi nos entrepreneurs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir poser des questions juste au cas où on n'arrive pas dans le temps à rentrer et à répondre à toutes les questions posées. Eh bien, on s'engage à faire en sorte que Monsieur le ministre va y répondre plus tard sur la page Facebook, c'est promis. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, voici les thématiques abordées aujourd'hui. L'achat local en priorité, la fabrication locale,
l'équilibre entre le local et l'international, la recherche et développement et l'innovation, c'est un domaine que vous aimez, l'éducation et le soutien aux enfants, ça aussi c'est important, le financement et la création de richesses. Voici donc nos systématiques. Alors, si vous êtes prêt, Monsieur le ministre, on pourrait débuter avec une première question. Elle sera sur la thématique de l'achat local et elle sera présentée par Annie Rouleau, propriétaire d'une entreprise qui fabrique et distribue des produits corporels et ménagers éco-responsables à travers tout le Canada. On l'écoute. Bonjour, Annie Rouleau, présidente fondatrice de l'entreprise The Unscented Company. Monsieur le ministre, cette crise nous oblige à prendre une pause et repenser l'économie de demain. Même avec un peu d'anxiété, on doit avoir le courage d'espérer un avenir tourné vers une économie plus forte, plus résiliente, plus indépendante et plus durable. Le contenu québécois et l'achat local ne sont pas une mode, mais un investissement pour les générations futures. Concrètement, comment le gouvernement peut-il influencer les grands donneurs d'ordre privés et publics à investir dans nos entreprises d'ici? Merci. Merci, Mme Rouleau, pour cette très bonne question. J'ai parlé beaucoup ce matin de la productivité. Je pense qu'au Québec, c'est un des enjeux que nous avons à adresser. Il faut que nos entreprises, en règle générale, soient plus productives. Ici, je pense que c'est clair que le gouvernement doit aider les entreprises à être plus productives avec des programmes d'innovation, on va en parler un peu plus tard dans la conversation, pour que justement les PME du Québec puissent tirer leur épingle du jeu dans tous les contrats qui seront octroyés par le public et par le privé aussi. Pour être capable de gagner des contrats, les compagnies doivent être plus productives. La croissance de la productivité, je viens de le dire, est très, très, très importante et ça va nous permettre d'avoir une chaîne d'approvisionnement qui va être beaucoup plus serrée. La pandémie, d'ailleurs, ce qu'on voit depuis quelques semaines, nous démontre comment important il faut que la chaîne d'approvisionnement stratégique soit tissée serrée et le plus possible locale pour permettre de pouvoir donner aux consommateurs. Évidemment, on parle beaucoup de matériel médical présentement, on parle beaucoup de médicaments, on parle aussi du côté alimentaire. Donc, c'est important que le gouvernement donne des programmes pour justement augmenter cette productivité-là. Je pense que l'achat local aussi prend un sens très important. Et il y a une question de solidarité, évidemment, mais il y a une question aussi, comme je disais tantôt, d'efficience de la chaîne, parce que quand on est dépendant trop des marchés internationaux, il y a des choses qui peuvent survenir qui vont faire que la chaîne ne peut ne pas être prise en charge et causer des problèmes. L'autre chose importante, je pense qu'il faut travailler aussi avec les autres provinces. Il ne faut pas oublier que le Canada, on a un marché assez important et on peut aussi favoriser le intra-province, mais aussi intranational. On a vu beaucoup de croissance depuis 12 de mois sur le commerce avec l'Ontario, avec la Colombie-Britannique, avec l'Alberta un peu moins. Alors, c'est important aussi de s'assurer qu'on travaille étroitement, et je le fais moi-même avec mes équivalents d'autres provinces pour qu'on puisse avoir une chaîne d'approvisionnement aussi nationale. Donc, pour conclure sur votre question, pour moi, il est important d'avoir la chaîne d'approvisionnement stratégique qui soit attachée le plus possible localement. Et il faut bâtir aussi des champions, parce qu'en bâtissant des champions locaux qui vont pouvoir participer à cette chaîne d'approvisionnement-là, on accomplit aussi un autre objectif, c'est de permettre à plus d'entreprises québécoises de pouvoir exporter. Moi, une statistique qui me désole, c'est que présentement, on a seulement 11% de nos entreprises qui exportent à l'extérieur du Canada. Donc, je pense qu'en adressant l'enjeu d'achat local, chaîne d'approvisionnement le plus serrée possible, dans certains secteurs, si on réussit à créer des champions, on aura en plus des chiffres d'exportation qui seront accrus. C'est aussi important. Mm-hmm. Oui, puis on va parler d'internationalisation dans la troisième question, mais Monsieur le ministre, pour que les entreprises puissent développer leur productivité, elles doivent aussi recevoir des contrats des grands donneurs d'ordre. Est-ce que le gouvernement a un rôle à jouer dans justement inciter les grandes entreprises à s'approvisionner auprès des commerçants locaux?
Tout à fait. Je pense qu'on va voir un sens plus précis à ça bientôt parce que, évidemment, nous avons des ententes bilatérales. On pense à l'accord du libre-échange avec l'Europe, par exemple, où on va avoir des contenus canadiens qui sont limités à souvent 25-30 Ça étant dit, on peut quand même définir vraiment les critères de sélection qui sont pas seulement le prix, parce que souvent, une des difficultés, c'est quand on parle du prix seulement, mais on peut écarter malheureusement des produits de qualité faits ici au Québec. Alors, on regarde étroitement, et ça, je fais ça avec mon collègue Christian Dubé, on regarde présentement comment est-ce qu'on va rendre les règles plus souples, parce qu'on est très conscient au gouvernement que pour tous les contrats de nature publique, il faut absolument avoir un contenu québécois plus grand. Donc, autant les règles peuvent être ajustées, autant moi, comme ministre de l'Économie, je dois m'assurer que les entreprises aient les ressources et les programmes nécessaires pour augmenter cette productivité. Merci. On passe à la deuxième question. Je crois que c'est intéressant de voir que vous le regardez, mais en même temps de prendre conscience que c'est vraiment l'allègement des procédures. Les procédures sont beaucoup trop lourdes. C'est sûr que quand on fait un appel d'offres avec une grande entreprise, c'est pas la même chose que quand on va le faire avec une petite ou une moyenne entreprise qui peut-être a, elle, la capacité de produire, mais de produire en une certaine quantité aujourd'hui. Mais si elle commence à avoir des contrats solides et réguliers, autant du gouvernement que des grandes entreprises, elle va pouvoir augmenter sa productivité, augmenter sa capacité de devenir une ou un champion. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Puis merci. Tout à fait. Puis parlons justement de la thématique de la fabrication locale. La prochaine question provient de Céline Jupeau. Elle est fondatrice de Cotmo et c'est une entreprise qui est financée et accompagnée par l'entremise de Femmes et Sœurs. Bonjour, mon nom est Céline Jupeau, je suis fondatrice de l'entreprise Cotmo. Chez Cotmo, on fait des objets promotionnels qui sont entièrement fabriqués au Québec. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, toutes nos manufactures sont fermées parce qu'elles ne produisent pas pour des services essentiels. Donc, on ne peut pas produire des objets localement, ce qui fait qu'on ne peut pas vendre des produits qui sont faits localement. On parle beaucoup d'achat local, mais pas assez de production locale. Alors, ma question pour vous, c'est quel est votre plan pour les entreprises manufacturières qui créent des produits localement et comment vous pouvez les aider à réouvrir tout en gardant les recommandations de santé publique. Merci. Merci Céline pour la question. Écoutez, je vais répondre à deux volets, le volet COVID, le volet plus systémique. Je vais commencer par le côté systémique, puis on finira par la question du COVID. Écoutez, je pense qu'on doit travailler autant sur l'offre et la demande et il est clair que le programme que nous avons mis en place au MEI, il y a 3 chantiers importants pour le développement économique sur lesquels je me suis appuyé. Le premier est l'innovation. Je vais parler de celui-là. Donc, il est clair que les entreprises québécoises largement définies, surtout en fabrication, ont 2 enjeux. Il faut augmenter de façon importante la numérisation. On a au Québec une notoriété mondiale en intelligence artificielle. Il faut en profiter. Il faut que ces connaissances-là puissent être mises en application dans toutes nos PME. Et ça va être un chemin qui va être très long. Mais au moins, on part avec une bonne fondation. Le programme du MEI, Accès à l'innovation, qui est aussi opérationnalisé par Investissement Québec, va permettre aux entreprises de pouvoir investir pour se numériser d'une part, avoir des systèmes intégrés de logiciels pour éventuellement avoir les bonnes données et analyser les données pour être compétitif sur une base mondiale. D'autre part, toute la question d'automatisation, de robotisation est aussi un élément de notre écosystème qui a été sous-développé. Quand on regarde les investissements depuis plusieurs années en entreprises non résidentielles privées qu'on appelle, on a un écart. Alors, on veut combler ça et moi, j'ai toujours dit, on va payer pour les robots, on va payer pour toute l'automatisation et le gouvernement y verra son compte un jour quand les entreprises pourront être tirées leur épingle du jeu. Donc, clairement, toute l'approche du ministère de l'Économie pour l'innovation, numérisation et optimisation des équipements, robotisation va devenir très importante. La clé, évidemment, c'est de permettre aux entreprises d'être capables de produire à un coût égal ou légèrement supérieur aux importations et avoir de la qualité supérieure, qui va faire qu'à ce moment-là, l'intégration de la production locale
dans les chaînes d'appro au Québec ou dans les meneurs d'ordre, les grands donneurs d'ordre, comme on a parlé dans la première question, vont être plus faciles. Nous avons d'ailleurs lancé l'initiative du panier bleu. Vous vous rappelez probablement de ça. Le panier bleu, c'est justement de pouvoir sensibiliser les gens aux commerces locaux, qui est important évidemment, mais aussi aux produits locaux. Et on va décliner probablement dans les mois à venir des façons encore plus pratiques, plus tangibles, d'identifier ces produits qui sont fabriqués au Québec. Ça va être très, très important. Pour la dernière partie de la question pour la COVID, écoutez, nous sommes très près de la réouverture. Je ne donnerai pas de date ce matin, là, mais dans les prochains jours, vous allez voir des choses positives où nous allons réouvrir l'économie de façon progressive. Et évidemment, l'enjeu numéro 1 là-dedans, c'est qu'il faut avoir une très bonne adéquation entre nos enfants, les écoles, les garderies, les CPE, d'autre part, les transports en commun. Quand on parle de Montréal, on parle de Québec, et de pallier à ça, quel secteur économique allons-nous réouvrir? Le secteur manufacturier est définitivement un des secteurs les plus importants pour l'économie du Québec. On a présentement probablement 200 000 employés dans le secteur manufacturier qui ne sont pas au travail. Et notre intention, c'est de les ramener au travail le plus rapidement possible, évidemment, avec le support de santé publique, ce qui est en train de se faire au moment où on se parle. Donc, je pense qu'on va être capable de réouvrir l'économie manufacturière le plus rapidement possible et avec des programmes qui existaient déjà et qu'on va devoir probablement accélérer. Il faut permettre aux manufacturiers canadiens d'être québécois plutôt, d'être performants le plus rapidement possible pour pouvoir s'intégrer dans la chaîne de l'approvisionnement. Ça va prendre de regarder aussi le côté du commerce du détail parce que là aussi, il va y avoir un gap et je sais que c'est un des secteurs qui est le plus touché en ce moment, mais qui aussi a besoin de repartir. Les manufacturières, les compagnies manufacturières sont importantes, mais ça prend aussi des gens pour acheter. Il faudrait qu'on reparte tranquillement. Puis je suis certaine que vous êtes en train de regarder parce qu'il y a aussi une question de sécurité publique et ça, c'est très important. Vous avez raison. Il y a 3 secteurs les plus importants qu'il faut réouvrir. C'est la construction en général, les commerces. Et quand on pense aux commerces qui ont pignon sur rue, les commerces en région, on va voir qu'on va être assez flexible pour la réouverture rapide. Et évidemment, en dernier lieu, pas en dernier lieu, mais en troisième, important aussi, c'est le manufacturier en général. Absolument. Séverine a une question du public qu'elle va prendre. Oui, d'ailleurs, on a plus de 65 commentaires et questions déjà qui sont écrits depuis le début de l'émission. Il y a plusieurs commentaires, en fait, qui regroupent la question de produire de l'équipement médical ici au Québec. Donc, un commentaire qui disait « Ça urge de produire chez nous des produits médicaux et de l'équipement médical au Québec. Ça va faire de dépendre des autres pays comme la Chine. » Et il y a aussi une entrepreneur qui nous dit qu'il est dans le secteur textile et qui est prête à prendre le virage pour produire des vêtements médicaux. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire ou peut continuer à faire pour vraiment faciliter ce pivot-là de certaines entrepreneurs, certaines entreprises qui souhaitent se lancer dans le médical en ce moment? Écoutez, il n'y a aucun doute que l'approvisionnement stratégique a pris une autre signification depuis la crise du COVID. Je ne pense pas que personne qui est très heureux de voir qu'on doit dépendre de la Chine, entre autres, pour les fameux masques N95. Le sous-ministre à l'économie, M. Bahan, travaille pas à temps plein, mais il travaille très, très, très fortement sur tout cet aspect-là parce que nous avions, évidemment, vous savez, 2 enjeux. Il fallait approvisionner le Québec du matériel médical. On parle de masques, on parle de visières, on parle de gants, on parle de blouses. Et c'était évidemment un peu, il y a eu une psychose un peu il y a quelques semaines alors qu'on pensait pouvoir en manquer. Alors, on a eu beaucoup d'efforts pour avoir l'approvisionnement étranger, mais au même moment, et j'étais très heureux de voir ça, beaucoup de sociétés canadiennes, québécoises, ont levé la main pour dire « nous pouvons vous aider ». D'ailleurs, on a annoncé hier ou avant-hier la compagnie Medicom, par exemple, où nous avons fait un financement bien structuré d'Investissement Québec pour permettre la production de masques ici au Québec. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait sur une base avec le fédéral. Nous allons avoir 2 lignes de production de masques pour le Québec. Il va y avoir 3 lignes qui vont être disponibles pour les autres provinces. Nous avons aussi d'autres. On a présentement à peu près 12 sociétés québécoises qui regardent pour
convertir de la production présente de textiles, par exemple en blouse ou même d'autres masques, et qui veulent le faire de façon permanente. Parce qu'évidemment, il y a eu une crise temporaire, tactique, donc il y a des gens qui sont convertis temporairement pour faire des produits, mais on regarde en même temps au gouvernement de donner de l'aide à des sociétés qui veulent le faire de façon permanente. Et j'ai une société qui fait des produits textiles qui a réalisé qu'ils pourraient utiliser leur expertise aujourd'hui pour faire des blouses, par exemple. Et on regarde avec eux de convertir une de leurs lignes puis de faire des blouses de façon permanente parce que même sans COVID, nous avons un besoin assez important de ce matériel-là. Oui. Avant la crise du COVID, il faut avouer que on n'était pas nécessairement conscient du nombre de produits qu'on aurait besoin dans une situation pandémique. Alors, il est clair que ce point-là est très important et nous allons vouloir profiter. Puis les choses, les médicaments en passant. Bravo. L'alimentation. Bravo. Ce que je voulais dire, c'est que voici un très, très, très bel exemple, Monsieur le ministre, et puis on ne s'étalera plus là-dessus, mais un excellent exemple sur la participation ou peut-être la collaboration de plus petites entreprises qui sont en région, qui ont la capacité aussi de coudre, de faire et de recevoir justement des commandes de cette grande entreprise qui pourra peut-être s'ajouter à la chaîne et qui permettra à ces petites entreprises qui ont la capacité de rajouter dans la chaîne d'approvisionnement leur expertise. Voilà. Alors, on va passer à la question numéro 3. Juste avant, Daniel, peut-être mentionner que notre entrepreneur qu'on a reçu à la première émission, le premier épisode Une fois pour toutes, il y a 2-3 semaines, c'était Fred Design qui était en train de faire pivoter son entreprise pour fabriquer des masques communautaires. Eh bien, elle a lancé officiellement sa nouvelle gamme de masques communautaires cette semaine, lundi, en fait, après avoir reçu l'homologation de Santé Canada notamment. Et ça va très bien. Les commandes arrivent en abondance. Alors, génial. Oui, les petites entreprises sont au rendez-vous aussi pour appuyer. Et voilà. Donc, l'innovation de nos gens au Québec, c'est extraordinaire, vraiment. Tout à fait. Alors, la prochaine question s'inscrit dans la thématique de l'équilibre entre autonomie économique et commerce international. Je vous invite à écouter Marie-Noëlle Grenier, présidente de l'entreprise Jambette. Bonjour, Marie-Noëlle Grenier, présidente de Jambette, un manufacturier québécois et exportateur de jeux institutionnels extérieurs. Ma question. Face au phénomène de mondialisation que l'on connaît et considérant que la démonstration de l'impact de l'achat local n'est plus à faire en temps de crise, pensez-vous qu'un encouragement à consommer des produits québécois pour nos institutions telles que les municipalités, les écoles et les CPE serait envisageable? Comment faire pour renforcer notre autonomie économique sans se fermer aux commerces internationaux tout aussi importants pour le développement de notre société et de nos entreprises? Merci. Merci, Mme Grenier. C'est une question qui est très pertinente et qui m'est posée régulièrement depuis 2 semaines. Évidemment, quand on a annoncé, le gouvernement du Québec, le support à l'initiative du panier bleu, beaucoup de gens ont dit bravo, on va se servir de ce cri de cœur-là, de ce ralliement-là, pour pouvoir être plus focalisé sur le support aux produits locaux. Et d'autres ont émis des réserves à l'effet que nous pourrions nous couper du marché international. Alors, écoutez, je vais répondre de la façon suivante. Si on regarde la balance commerciale du Québec, on a à peu près 23 milliards de dollars de déficit quand on regarde notre commerce international, donc à l'extérieur du Canada. Ce qui veut dire que nous importons 23 milliards de dollars de plus que nous exportons. Par contre, heureusement, au Canada, nous avons une balance favorable. Donc, nous exportons à l'extérieur du Québec au Canada plus qu'on importe. Mais net, à l'international, on est à plus de 14 milliards de dollars en déficit. Donc, il est possible pour moi d'augmenter nos exportations, si on veut faire en même temps, et de diminuer nos importations. On a une marge de manœuvre extraordinaire. Je regarde des pays comme la Chine, on a 10 milliards de déficit. Je regarde le Mexique, je regarde l'Allemagne. Donc, il y a beaucoup de pays comme ça où on est plus importateur qu'exportateur. Pourquoi ne pas regarder quels sont les produits que nous importons, que nous pourrions fabriquer ici au Québec? Donc, avec mon sous-ministre, M. David Baer, on regarde présentement et on va travailler avec
le ministère des Relations internationales, on va travailler avec l'IQ international, on regarde quels sont les produits qui sont soit stratégiques, on parle de masques tantôt, ou des produits où le coût de la main-d'œuvre, par exemple, pourrait être à un niveau qui permettrait aux compagnies québécoises, avec un peu d'innovation, d'être aussi performantes que les compagnies internationales. Alors, si on cherchait 5 milliards de produits fabriqués au Québec qui sont présentement exportés, ou importés, je m'excuse, on a quand même une balance commerciale déficitaire. Donc, je pense qu'on peut faire les deux. On peut réduire de façon stratégique certaines importations, surtout dans les pays où nous avons un déficit commercial important. Et en même temps, pour nos champions du Québec, on peut être capable d'exporter plus. Donc, j'ai dit tantôt qu'on avait 11% seulement de nos entreprises qui exportent. Il faut monter ce chiffre. Donc, je pense qu'on est capable de faire les deux. Et c'est important que nous puissions avoir les programmes en place pour le faire. L'autre chose que je veux faire, c'est que je veux qu'on développe encore plus le marché canadien. Le marché canadien Inter-Canada, dans d'autres provinces, c'est un marché naturel, c'est un marché facile. Donc, il faut travailler fort. Et mes collègues canadiens sont aussi ouverts à ça. Même l'importation. Je préférais pouvoir importer du Canada au lieu d'importer de l'extérieur. Alors, je pense que le contexte de la pandémie crée une solidarité, mais elle nous permet, je pense, de façon optimale, avec des bons programmes, de bonne assistance, de faire les deux. Donc, importer moins, exporter plus, tout en restant en équilibre. Je pense que c'est très important de développer cette approche-là. Dans le cas de cette question, est-ce que vous pensez peut-être qu'il y aurait une façon de collaborer plus ou d'inciter plus, que ce soit les CPE, que ce soit les municipalités, comme elle a demandé, de pouvoir avoir des outils qui sont fabriqués ici, qui sont intéressants, innovants, éducatifs pour nos jeunes pousses? Est-ce qu'il y a moyen de collaborer un petit peu plus à regarder ce volet-là plutôt que de l'ignorer? Vous avez raison. Et je pense que, encore une fois, la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle de la pandémie, c'est qu'il y a une solidarité québécoise importante. Deuxièmement, je pense qu'on a une inventivité, créativité extraordinaire ici au Québec avec nos. On regarde juste l'écosystème entrepreneurial du Québec. Il est le premier au Canada et par beaucoup. Donc, il faut utiliser ça. Mais encore une fois, il faut faire attention. Moi, je veux qu'on développe des champions en termes de production locale, mais on veut que ces champions-là puissent aussi exporter. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Le panier bleu, là, il n'y a pas juste le Québec qui en a. Tous les pays ont le panier bleu parce que le contexte géopolitique va faire en sorte que les gens veulent être plus autosuffisants. Donc, il va y avoir un peu un paradoxe, là. On veut importer un peu moins. Beaucoup de gens vont vouloir importer moins aussi. Donc, il va y avoir une pression sur l'exportation. Et je regarde, pour conclure, les Américains. Les Américains demeurent nos partenaires très importants. 70% de nos produits sont exportés aux États-Unis. Il faut rester proche des Américains. Il faut travailler fort avec eux autres parce qu'on ne peut pas les ignorer. Parce que si on importe plus puis on n'exporte plus, le problème, c'est pas réglé. Alors, il faut être très, très, très prudent sur l'équilibre. C'est un équilibre. C'est vraiment un équilibre, mais c'est aussi, on a une force en ce moment, une occasion en ce moment, et puis vous êtes bien placé pour le savoir. Et ce que j'aime justement de votre ministère et de vous en particulier, c'est votre proactivité, votre écoute, votre volonté de vouloir changer les choses. Eh bien oui, le COVID-19 n'est pas une crise simple, ni sur le plan humain, ni sur le plan personnel. Je veux dire personnel, professionnel. Mais c'est aussi une magnifique occasion de revoir les choses et de rééquilibrer les inégalités à tous les niveaux. Est-ce que je te passe la parole pour une autre question, Séverine, ou Oui. un commentaire? Tout à fait. En fait, le ministre a entamé une discussion sur la question de l'achat et de l'approvisionnement entre les provinces canadiennes. On a Patricia Chamoun qui a posé la question, est-ce qu'il y a des discussions avec les autres provinces afin de rejoindre l'achat local entre les provinces? Est-ce qu'il y a un projet d'envergure déjà en développement susceptible de promouvoir l'économie nationale du Canada? Il y a également Isabelle Tanguay qui dit l'exportation interprovinciale canadienne est serait très profitable. Développer des contrats à long terme serait vraiment une bonne idée. Alors, merci, Monsieur le ministre, d'avoir abordé cette question-là. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe à la prochaine question au sujet du commerce interprovincial. Rapidement, je peux vous dire que mon collègue, M. Fedeli,
qui est le ministre de l'Économie et du Développement en Ontario. On se parle régulièrement. On a des projets ambitieux. Par exemple, le côté électrification des transports. Vous savez qu'on a une force ici au Québec. J'ai aussi des discussions avec mon équivalent en Alberta. Pour le côté énergétique, évidemment, il y a des enjeux, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même une source importante d'énergie. Alors, je pense qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, on va avoir des relations interprovinciales très solides. Et je pense qu'à juste titre, ça va bénéficier non seulement le Québec, mais le Canada aussi. Pour clore ce sujet, Monsieur le ministre, vous avez parlé plusieurs fois du panier bleu. Moi, ce que je vais dire, c'est que oui, tout le monde a des paniers bleus dans leurs différentes provinces, mais ce qui est bon avec ça et avec tout ce qu'on va pouvoir mettre de l'avant, c'est qu'on va mettre le projecteur, en fin de compte, de plus en plus sur nos entreprises locales, qui va permettre aux autres provinces de pouvoir découvrir aussi nos petites, moyennes et grandes entreprises qui sont du Québec. Donc, je crois que la visibilité, la communication va être beaucoup plus fluide et bien entendu, comme je le disais, votre ministère s'affaire à travailler là-dessus, mais plus ils vont savoir qui on est, plus ils vont voir nos capacités, notre innovation, nos produits, nos services, et plus on va avoir le goût de collaborer. Séverine, tu veux poser la quatrième question? Oui, Monsieur le ministre, là, je vous amène sur une thématique que vous aimez beaucoup, l'innovation. Elle est posée par Gabrielle Larue, une cliente de Femmes et Sœurs. Elle est fondatrice de l'entreprise Lock&Go, une start-up qui se spécialise dans la location de casiers, notamment pour les grands événements. Elle est évidemment en train de travailler très fort pour innover et faire pivoter son entreprise. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Larue, je suis la présidente et fondatrice de Lock&Go. Ma question pour vous. La crise actuelle risque de replonger la plupart des entreprises en mode R&D. Sachant que la recherche et développement et l'innovation demandent beaucoup d'investissement en temps et en argent, quelles sont les mesures incitatives qui pourraient être mises en place? De plus, quels sont les facteurs décisionnels que le gouvernement recherche pour sélectionner les entreprises qui auront droit aux subventions pour l'innovation, pendant et après la crise? Alors, Gabriel, question effectivement pertinente qui est proche de mes passions. Premièrement, je pense qu'il faut essayer de garder les programmes les plus simples possibles. Le gouvernement a tendance souvent à vouloir créer des choses, puis créer des programmes, puis le monde devient un peu mélangé. Je pense qu'un élément que je veux mettre en entrée de jeu qui me fascine maintenant au Québec, c'est de voir tout le côté multisectoriel, le côté coopératif de l'innovation. Il faut se promener au Malex, aller chez Mila, chez Ivado, chez LMNTI. Tout le monde est regroupé ensemble. On a des labs corporatifs en IA. Et je suis abasourdi de voir, émerveillé, j'aimerais dire, de voir la coopération entre les différentes entreprises. Et ça, c'est quelque chose un peu de nouveau, hein, parce que dans l'ancien temps, les entreprises voulaient avoir leur propre brevet, garder tout pour eux. Et aujourd'hui, on voit cette collaboration-là. Une des raisons, évidemment, c'est que l'innovation, ça a une durée de vie très courte. Hein. Les technologies, les brevets, ça disparaît. Alors, il faut être capable de travailler en équipe. Alors, je pense que le gouvernement, on regarde beaucoup à stimuler ce genre de coopération. Donc, ça, c'est le premier point. Je pense que aussi, on a des programmes en place. Par exemple, on a les fameux RSRI, les regroupements sectoriels en recherche industrielle, des programmes que nous finançons, des programmes que nous mettons en disponibilité aux entreprises. On a aussi le programme Innovation qu'on a relancé le 1er avril dans nos derniers budgets, des programmes de subvention aux PME pour des nouvelles technologies qui peuvent être mises en application. Donc, les RSRI, les programmes d'innovation, c'est disponible. On a aussi, dans le dernier budget, M. Girard a réduit le seuil de 50 000 $ pour les fins d'admissibilité au crédit R&D. On a aussi le fameux programme DICI, DICI, là, qui est la déduction incitative pour la commercialisation de nos innovations. Donc, ça fait beaucoup de programmes, là, mais quand même, on a des subventions qui sont disponibles. Je pense qu'il va falloir faire un bon travail au gouvernement pour les expliquer. Tantôt, je regardais la statistique de Mme Labelle, Séverine, sur le 42 20 là, de financement. Ouais. La même chose ici. Il y a probablement des gens qui ne savent pas que ça existe. Donc, ça va être important pour mon ministère, pour Investissement Québec, de vraiment mettre de l'emphase sur ça. L'autre chose, parler de... Puis Investissement Québec, il ne faut pas oublier, M. Leblanc a mis une équipe maintenant en place pour faire de l'assistance au niveau intervention financière. On va être très agressif sur les financements en innovation.
Donc, évidemment, on va permettre aux entreprises d'avoir du capital qui va être plus patient. Moi, je suis un gros croyant des prêts redevances. Ça veut dire qu'une nouvelle technologie, on va la financer et on sera repayé le jour où l'entrepreneur fera de l'argent avec. On est prêt à prendre notre temps. On est prêt à prendre une grande portion des investissements qui doivent être faits. Parce que c'est la seule façon qu'on va pouvoir s'en sortir en termes de réduire ce fameux écart de productivité qui est rendu mon obsession. Quand je nous compare à l'Ontario ou je nous compare aux États-Unis, il n'est pas acceptable qu'on soit surproductif. On est trop créatif au Québec pour laisser une telle situation perdurer. Maintenant, vous avez posé une question sur ce que sont les critères qui vont être importants. Je pense que c'est important d'avoir un déploiement rapide. Moi, je veux encourager les nouvelles technologies qui vont être appliquées sur le terrain le plus rapidement possible. Je veux que les solutions soient très, très innovantes. Et comme j'ai dit, moi, je veux favoriser beaucoup la collaboration. Je pense que, c'est pas juste le COVID, mais on va voir dans les prochaines années toute la définition du capitalisme qui va devenir de plus en plus coopératif, de plus collaboratif. Alors, je pense qu'au niveau des gens de ma génération, c'est peut-être plus difficile, mais au niveau des jeunes, je pense qu'il faut stimuler cette coopération-là parce que c'est ça qui va faire que collectivement, on va être plus fort. Si on le fait de façon individuelle, on a beau engager nos avocats pour se breveter, se protéger, ça ne marche plus. C'est plus ça qui est la plateforme. Il faut vraiment travailler tous ensemble. Donc, ça va être un critère important de sélection. Tout à fait. Puis je pense que derrière la question sur les critères aussi, il y a une sensibilité ou une volonté aussi que les startups, donc les entreprises dont le démarrage est récent, puissent aussi avoir accès à ces subventions, à l'innovation-là. On sait que les startups sont une force d'innovation. Elles peuvent elles-mêmes créer de l'innovation pour leur propre entreprise, mais aussi en créer pour les plus grandes entreprises quand elles collaborent ensemble. D'ailleurs, je peux me permettre de faire un peu de promotion. On a mis en place le concept des zones d'innovation. C'est exactement ça. Les zones d'innovation, c'est un programme qu'on a mis en place. M. Legault, notre premier ministre, il croyait beaucoup. Il l'avait écrit dans son livre, le fameux livre de Saint-Laurent. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est justement de vouloir mettre dans un même lieu géographique des universitaires, des chercheurs, des grandes entreprises qui ont les moyens pour investir en recherche et des startups qui vont pouvoir bénéficier d'un mentorat autant académique qu'un mentorat pratique en termes d'entreprise. Alors moi, je pense que moi, j'ai visité des zones d'innovation. J'ai visité à Wichita la zone aérospatiale, j'étais en Allemagne, à Hambourg, et j'ai été ébloui de voir cette espèce de collaboration-là, je m'excuse. Donc, je pense que ça va être un mécanisme, ça va être un catalyste qu'on peut utiliser au Québec d'avoir des zones d'innovation dans des thématiques particulières où nos jeunes pousses vont pouvoir grandir et pouvoir profiter de tout cet écosystème qui est très performant ici au Québec. Ce qui est intéressant, c'est de faire aussi le mélange entre les femmes entrepreneurs, les hommes entrepreneurs ensemble, parce que la façon de créer ou d'innover ou de penser ou de faire des affaires n'est pas la même. Et donc, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est comment on va communiquer tous ces accessibilités aujourd'hui et cette réflexion que vous faites et cet accès que vous donnez aussi à toutes les PME du Québec. C'est vraiment là où il va falloir travailler peut-être un petit peu plus. Séverine, je te passe pour la dernière question. Peut-être deux, il nous en reste deux si jamais on a le temps. On a encore 15 minutes devant nous. En fait, là, M. le ministre, je vais vous amener plutôt sur la thématique de l'innovation sociale. Elle concerne le secteur de l'éducation et du soutien à l'enfance. Et on sait que dans ce secteur-là, il y a aussi beaucoup d'innovation, une innovation qui est un peu différente. Alors, la question nous vient de Kathleen Désir. Elle est la fondatrice de Déclic. Kathleen est aussi présidente du conseil d'administration du groupement des chefs d'entreprise et elle est membre du conseil d'administration de Femmes et Sœurs. On l'écoute. Bonjour, Kathleen Désir, présidente de Déclic, un réseau de professionnels en santé et en éducation à l'enfance dans la grande région de Montréal. La fermeture des écoles et des garderies ont un impact majeur sur toute l'industrie des services à l'enfance. Tutorat, soutien scolaire, fournitures, loisirs et tant d'autres. Plusieurs ressources ont fait leurs preuves, notamment Déclic qui accompagne plus de 2500 enfants à besoins particuliers chaque année. Ces entreprises, majoritairement féminines, aujourd'hui sans revenus, sont menacées par une fermeture imminente. Monsieur le ministre, présentement et lors de la relance, comment prévoyez-vous éviter l'effondrement de toute une industrie
et du même coup assurer le développement de nos jeunes pousses québécoises, nos enfants. Merci. Madame Désir, écoutez, question évidemment importante parce que la Fondation, vous l'avez dit, c'est nos enfants. Je dirais que, bon, l'économie sociale, c'est un terme un peu galvaudé, mais l'économie sociale a pris un sens important avec la pandémie. Je suis heureux de dire, d'annoncer que dans le dernier budget, nous avions rehaussé l'investissement en économie sociale. Une des raisons étant que c'était pour aider nos régions à se revitaliser, celles qui en ont besoin. C'était aussi une occasion de définir cette économie, je ne dirais pas circulaire, c'est un autre mot galvaudé, mais l'économie aussi de s'assurer que la relève soit là autant au niveau du support aux enfants que l'éducation même. Alors, je pense que ces budgets-là vont demeurer. D'autre part, le gouvernement du Québec, durant la crise, on agit en complémentarité avec le gouvernement fédéral. J'ai toujours dit que le fédéral a mis des bons programmes en place. On a le programme des subventions salariales, on a le programme des prêts aux entreprises, on a le programme du PCU, et que nous, au Québec, on devait colmater où il y aurait des brèches dans le système, dans le tissu social. On a tous réalisé que la priorité numéro 1, évidemment, c'est la santé publique. La priorité numéro 2, c'est le citoyen. Alors, le citoyen, il faut s'en occuper. Il faut que les gens puissent avoir accès à de l'argent. Donc, on a vu les programmes qui fonctionnent. Il y a eu quelques brèches qu'on a colmatées, comme j'ai dit tantôt. Et force est d'admettre qu'il va falloir aussi s'assurer que tout le support, parler du support à l'éducation, doit être en place. On a un premier ministre qui a été un ancien ministre de l'Éducation assez performant. Hein. Monsieur, évidemment, Gérald Lajoie avait créé l'éducation, mais M. Legault avait été un très bon ministre. Donc, il est très focalisé sur ce côté-là. Donc, je pense que je peux vous rassurer qu'on ne laissera pas en pan le côté éducatif. Il faut aussi, je pense, au Québec, on a mis en disponibilité le programme PACT aux entreprises, des prêts en haut de 50 000 et on est très actifs pour complémenter un peu ce que le fédéral fait. J'ai aussi annoncé 150 millions qu'on va mettre en disponibilité dans les MRC. C'est des prêts qui sont plus petits, des prêts entre 0 et 50 000 La plupart de cet argent-là va aller dans les au BNL, va aller dans les coops, va aller dans les petites entreprises qui, plusieurs, j'espère, opèrent dans le secteur que vous mentionnez. Et je peux aussi vous assurer que personnellement, depuis maintenant une semaine et demie, je travaille beaucoup plus sur la relance de l'économie que sur ce qu'on appelle l'hibernation. L'hibernation, c'est fait, les programmes sont là. Il y a un programme qu'il faut adresser sur les loyers commerciaux. On travaille avec le fédéral sur ça, mais c'est fini le programme. On travaille sur la relance. Et la relance, c'est clair, il va falloir s'assurer que, oui, il faut partir les grands pans de l'économie, il faut partir le manufacturier le plus vite possible, il faut partir des commerces, il faut partir la construction. Mais sous-jacent à ça, il faut s'occuper de nos jeunes. Je suis assez générique dans mon commentaire, mais c'est clair qu'il va falloir permettre aux organismes de support de continuer, sinon on va créer un problème systémique qu'on va voir apparaître. Tout à fait. Moi, je pense que vous avez raison, tous les programmes sont là. Il va falloir, un, les faire connaître. Deux, il faut aussi l'agilité. On parle d'agilité aujourd'hui pour l'accessibilité à ces fonds, surtout quand on parle d'économie sociale. Vous savez que ces entreprises sont quelquefois pas juste toutes petites, mais elles peuvent l'être aussi. Mais il y a aussi des entreprises comme la taille de Madame Désir. C'est une entreprise qui est une PME et qui aujourd'hui souffre justement de cette nouveauté à se réadapter, puisque est-ce qu'elle doit payer son loyer, est-ce qu'elle doit payer ses partenaires, ses experts, etc. Donc, ce sont des questions qui aujourd'hui sont nouvelles, mais que des fois, le système financier n'est pas habitué à regarder. Et il faudrait donc, comme je dis, une ouverture, une flexibilité autant du côté financier que du côté du gouvernement pour faciliter les choses. Comme il nous reste encore un peu de temps, très peu de temps, je vais vous demander peut-être de poser la dernière question. Et si on a encore du temps avec Monsieur le ministre, on prendra des commentaires et des questions du public. Absolument. Donc, la dernière question sera posée par Hélène Demers. Hélène, elle est cofondatrice, vice-présidente et chef de la direction chez Scène Éthique, une entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation d'infrastructures de scène
Ils ont comme client notamment le Cirque du Soleil, donc évidemment une industrie qui est frappée de plein fouet. Elle lance l'idée de créer un indice de création de richesse. Alors, on l'écoute. Bonjour, je suis Hélène Demers, cofondatrice et chef de la direction chez Sanétique de Varennes, en Montérégie. Alors, les grandes entreprises sauront se tirer d'affaires grâce à leurs actifs tangibles, les immeubles, les inventaires, l'équipement. Mais pour les plus petites, celles qui ont peu d'équité, qui ont peu d'actifs, mais qui créent une certaine richesse en créant et en maintenant des emplois de qualité, ça risque d'être plus difficile. Alors, Monsieur le ministre, pourrions-nous penser à créer un indice de création de richesse qui pourrait être pris en compte par les différents paliers de gouvernement, les prêteurs, les partenaires financiers, afin de faciliter l'accès des PME à des programmes d'aide, à du financement, à des garanties de prêt, et ce, de façon plus fluide. Alors, merci pour vos réponses et bonne journée. Merci, Mme Demers. Écoutez, votre proposition, je ne l'avais pas considérée, mais je pense que c'est une chose qui mérite d'être analysée. Je m'engage à regarder avec mon sous-ministre et ses collaborateurs comment on pourrait coordonner l'assemblage de telle chose. Par contre, je vais vous rassurer en disant que dans la réforme d'Investissement Québec que nous avons fait passer au Parlement par une loi spéciale, par une loi en fait au mois de décembre, un des éléments importants était les régions. Je pense que les régions au Québec, il faut l'admettre, ont été délaissées. Nous avions à l'époque les fameux CLD qui étaient relativement performants. Pour toutes sortes de raisons, ça a été éliminé. Alors, la réforme d'Investissement Québec, vous vous rappelez peut-être, va passer par la création de bureaux régionaux. Et en fait, certaines régions en auront plus qu'un. Je pense à la Côte-Nord, par exemple. C'est logique de penser qu'il va y avoir un bureau à Bécomo puis un à Sept-Îles, par exemple. Alors, ces bureaux-là vont être créés avec des gens du milieu qui vont être partie prenante de ce que j'appellerais de faire le filtre de quelles sont les PME qui ont besoin de support, d'attention, de financement, autant en équité qu'en dette. Et la raison pour quoi on fait ça, c'est qu'on veut justement que les régions contribuent à la création de valeur. Puis, bon, en règle générale, les PME sont plus présentes en région. C'est pas vrai à 100%. On a beaucoup de startups ici à Montréal. Et Montréal demeure le poumon du Québec. On a 55% du PIB qui vient de Montréal, mais il y a quand même 45% de l'autre côté. Et honnêtement, il y a des régions qui sont vraiment dévitalisées. Alors, on veut corriger ça et on veut rendre nos interventions beaucoup plus pertinentes pour les besoins du milieu. Alors, je pense qu'en partie, notre réaction à ce changement de réforme-là va adresser l'enjeu d'index de valeur régional ou de PME. Mais probablement que ce serait une bonne idée de trouver un moyen de faire une réédition de compte parce que c'est bon pour le gouvernement de faire des programmes, c'est bon pour le gouvernement de libérer de l'argent et le capital, vous vous rappelez peut-être, on a maintenant 1 milliard de capital pour le développement des régions, le développement des entreprises qui vont amener de la croissance, de la création de valeur économique. Mais il faut aussi être capable de mesurer si nos interventions portent fruit. Parce que souvent, les gouvernements dépensent de l'argent, puis on ne mesure pas après, puis il y a des ratés qui se produisent. Alors, je pense tout haut pendant que je vous écoute, puis je me dis peut-être qu'on aurait moyen de créer un indice sur lequel nous pourrions non seulement octroyer du capital, mais aussi mesurer l'efficience du capital. Parce que la création de richesse, si on la mesure, ben, on va être plus capable d'évaluer ce qu'on fait. Mais juste pour conclure aussi, je peux vous rassurer que dans ma tête, la raison principale pourquoi j'ai voulu changer Investissement Québec, c'est que traditionnellement, on regardait Investissement Québec comme une banque. Donc, le retour sur l'investissement était mesuré comme une banque. Je pense que c'est une erreur. Quand le gouvernement intervient, parce qu'Investissement Québec, c'est le gouvernement, quand on intervient dans des situations économiques, il faut mesurer l'impact fiscal largement défini. Il faut que mon collègue Éric Girard soit content. Il faut que mon collègue au travail soit content. Alors, comment est-ce qu'on mesure la performance de nos interventions dépasse largement comment une institution financière mesure son rendement. Monsieur le ministre, si je peux me permettre, je sais que le temps file, mais on a beaucoup de commentaires et de questions, notamment j'ai ici Lisanne Daou et Mylène Perron qui se demandent est-ce que les secteurs de commerce de proximité
vont aussi être regardées de près par le gouvernement du Québec parce qu'il y a évidemment beaucoup de femmes qui travaillent dans le commerce de proximité. On pense aussi à tout le secteur événementiel, restauration, hôtelier. Les femmes sont massivement présentes dans ces secteurs-là. Comment le gouvernement peut-il s'assurer de ne pas laisser pour compte ce secteur-là qui est important pour notre économie? D'ailleurs, cette semaine, la semaine passée, j'avais une discussion avec des femmes d'affaires où je voulais me faire pointer sur c'est quoi le rôle du gouvernement? Là, on parle de l'entrepreneuriat féminin, mais c'est quoi le rôle du gouvernement pour stimuler l'entrepreneuriat féminin qui, à mon sens, est sous-développé? Puis je sais que je parle d'une porte ouverte. Là. Alors, puis il y a une femme qui m'a dit tu sais qu'il faudrait commencer par rehausser l'image du service en général. Parce que c'est vrai que le manufacturier, ça a un impact direct. C'est vrai que la construction, mais le service a aussi un impact direct, autant au niveau social qu'au niveau économique. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'était pas un réflexe pour moi de penser comme ça. Deuxièmement, je pense que, écoutez, le commerce de détail au Québec, c'est un gros pan de l'économie. C'est sûr qu'il y a eu il y a un vent de face, il y a un tsunami qui est pré-COVID. COVID, évidemment, l'a exacerbé, mais là, c'est temporaire parce que les commerces n'ont pas déroulé bientôt. Donc, on est rendu post-COVID en tant que je suis concerné par rapport à l'enjeu systémique des commerces. Alors, le panier bleu, évidemment, se veut une initiative pour l'achat local de commerce, c'est important. L'achat local de commerce, c'est autant physique que numérique. Donc, c'est sûr qu'on va voir un rehaussement important de l'achat numérique. On parle de 12% au Québec présentement qui est acheté en ligne. Ça va pas en monter. Ça va aller à 20, 25, je ne sais pas, mais ça va monter, c'est sûr. Donc, il faut d'autre part que nos commerces soient capables de prendre cette avenue-là. Donc, il faut créer un écosystème qui va leur permettre d'y arriver. Puis en même temps, vous avez raison, il faut s'assurer aussi que les commerces puissent avoir, post-COVID, puissent avoir aussi une raison d'être, puis d'avoir le stimulus nécessaire parce que les régions particulièrement ont besoin des commerces locaux. Maintenant, comment ça va se produire? On a besoin d'aide. Le gouvernement n'a pas les réponses à tout, mais je peux vous assurer qu'on est sensible au fait que les commerces doivent être en santé. Les commerces je m'excuse, Séverine. Parce Non, parce que c'est un sujet qui me touche personnellement puisque je suis dans le commerce de proximité. Là, on sait aussi à quel point sur le plan de la santé mentale, sur le plan du confinement, comment on se sent aussi, on a besoin de nos coiffeurs, de nos esthéticiennes, de nos massothérapeutes, de nos physiothérapeutes, etc., etc. Puis c'est vraiment un domaine de proximité où les femmes aussi jouent un rôle important. Mais vous savez, je prends la balle au bond parce que j'aimerais vous dire, Monsieur le ministre, et c'est sincère, à quel point vous avez été généreux de vos réponses, à l'écoute aussi. Vous voulez faire le changement et quand je disais au départ qu'on veut vous accompagner dans ce changement, on veut vous aider à pouvoir poser les bons gestes parce qu'on vous amènerait la bonne data, la bonne information. Permettez-moi de vous dire que je suis en train de travailler justement avec des femmes exceptionnelles dans mon domaine où on va vous amener peut-être des cas où vous allez pouvoir voir un changement dans le domaine de la proximité pour leur permettre de réouvrir rapidement avec des aspects de hygiène, de maladies infectieuses, etc., qui va permettre au public de retourner voir leurs détaillants et détaillants locaux. Monsieur le ministre, merci énormément du temps que vous avez pris aujourd'hui. Je peux vous assurer que Femmes et Sœurs, en collaboration avec Daniel Henkel aussi, danielhenkel.tv, on va s'assurer de continuer à jouer ce rôle, le courroie de transmission entre le gouvernement et les entrepreneurs, s'assurer en fait que les entrepreneurs reçoivent toutes les informations par rapport aux mesures que vous mettez en place, par exemple, au programme d'appui. Et quand on peut aussi, si on peut vous nourrir de ce qui se vit sur le terrain, ça va nous faire plaisir de le faire. Un dernier mot, vous dire aussi, vous êtes la tête d'un ministère, mais il y a d'autres ministères avec lesquels vous travaillez. J'aimerais dire, en mon nom personnel, mais au nom de tous ceux qui nous écoutent aussi, à quel point on apprécie le travail des fonctionnaires. On n'en parle pas assez, on ne les voit pas, on les entend peu, mais ils travaillent quasiment 20 heures sur 24 pour permettre à tout ce que vous mettez en place de rejoindre le public et de rejoindre les entrepreneurs et tous les gens concernés. Donc, merci. Alors, merci à vous deux.
Merci aussi aux 6 intervenantes qui ont posé des questions très pertinentes. Je suis heureux de pouvoir, d'avoir pu participer à cet événement-là. Je suis heureux aussi de connecter avec le milieu et je peux vous assurer que notre ministère et le gouvernement en général, on est très présent, on est très à l'écoute des choses qu'on doit faire, du support qu'on doit vous donner, parce que moi, l'entrepreneuriat féminin, de voir les femmes performer en affaires, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est un bassin de la population qui va nous aider à rendre le Québec une société encore plus performante. Alors, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à vous, Monsieur le ministre. Séverine, ceci conclut bien sûr notre troisième rencontre sur le pivot entrepreneurial. Et donc, encore une fois, merci à tous ceux qui ont posé des questions, qui ont été présents. Je vous suggère aussi de continuer à faire vos commentaires, de partager et de le visionner afin qu'il puisse servir au plus grand nombre de nos PME au Québec. On vous donne donc rendez-vous mercredi prochain, même heure, 9h, sur Facebook pour une autre captation en direct au sujet du pivot entrepreneurial et de la relance économique post-COVID. Merci encore une fois et à très bientôt. À très bientôt. Merci.